Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast Critflix, un épisode qui tend tout doucement à être le dernier, l'avant-dernier très certainement, avant les vacances bien méritées je pense. Mon cher David, qu'en penses-tu ? Eh bien j'en pense que je suis heureux d'être là pour cette avant-dernière émission et qu'on a plein de choses à vous dire encore une fois, la semaine prochaine aussi, mais qu'on va aussi apprécier de souffler un petit peu, mais je pense. Pour l'instant on est ravis d'être avec vous. En espérant que vous aperceviez nos têtes, peut-être pendant les vacances, pour une ou deux vidéos courtes ou des podcasts peut-être courts mais moins hebdomadaires. En tout cas, on va tout de suite partir sur le programme, puisqu'on va avoir comme d'habitude des news. Notre sujet principal, c'est toi qui l'as amené, puisque tu allais visiter 2 émissions de télévision quand tu as eu ton petit voyage sur Paris, et tu vas nous en parler, et ensuite on passera forcément à ta chronique télévision. Mais tout d'abord, les recommandations. Quelle est ta recommandation cette semaine, mon cher David ? Alors ma recommandation de la semaine, malheureusement elle n'est pas disponible sur les services de streaming, il va donc falloir acheter le Blu-ray, mais j'ai revu la semaine dernière l'excellentissime film d'animation Lego Batman de Chris McKay, que j'ai revu, c'était pas prévu du tout, mais ma chère et tendre m'a dit tiens, ici on se regardait ça en Blu-ray, pourquoi pas. Et je me souvenais que c'était un film génial, mais qu'est-ce que j'ai ri. Vraiment, je vous le conseille à 300%, c'est du DC Comics qui se prend pas du tout la tête, il y a une vraie autodérision, qu'on a peut-être un peu plus de mal à retrouver chez Marvel. Je sais qu'il y a eu des films Lego Marvel qui sont sortis, mais c'était des téléfilms, il n'y a jamais eu de film de cinéma. Là, pour le coup, c'est produit par Lord et Miller, à qui on devait la première grande aventure Lego. Je sais que ça n'avait pas été un immense carton en salle, mais alors vraiment, il faut le voir, on rit, mais c'est à mourir de rire. Je vous rappelle quand même que les méchants dans ce film, c'est Voldemort, Sauron, les dinosaures de Jurassic Park, les Gremlins, les requins des dents de la mer, qui accompagnent le Joker pour battre Batman. C'est-à-dire, il y a vraiment un multiverse, là, pour le coup, énormissime. J'ai retrouvé ça vraiment drôle, je l'avais vu en salle en 2017, et je l'avais revu à la télé il y a quelques temps, il était passé sur TF1 un 31 décembre à 9h du matin, mais comme je m'étais levé un peu après 9h du matin, j'avais revu que la fin, et là le revoir en entier, je me suis dit que l'animation elle est super belle, l'humour est hyper efficace, le seul petit défaut c'est les doublages, puisque on rappelle qu'il y avait eu beaucoup de Star Service, et normalement ce qui est... J'adore, en plus il est de chez nous, il est de Saône-et-Loire, mais j'adore Antoine Griezmann, mais Antoine Griezmann qui double Superman, on a un peu de mal. Par contre, j'avoue que Stéphane Bern qui double Alfred Pennyworth, ça marche plutôt bien. Ça rendait bien. Ça marche plutôt bien. Et de l'avoir revu, je me suis dit c'est une vraie petite perle. Je sais qu'il a pas beaucoup marché en salle. Malheureusement, il y aura sans doute jamais de 2. Mais donnez sa chance à Lego Batman. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment chouette et ça vaut le détour. Moi, ma reco, ça parle d'un film qui va arriver tout doucement, là, le 12 juillet, parce qu'en fait, j'ai pu revoir les 6 premiers Missions Impossibles, grâce à petite publicité à Bobincast et son podcast auquel je participe de temps en temps. Et donc, je me suis fait les 6 Missions Impossibles, et il faut avouer que c'est une saga qui est quand même pas mal du tout. Quand on aime les films d'espionnage, les films d'action, ils sont tous joués... Tom Cruise fait partie des 6 films où il joue le rôle d'Ethan Hunt, qui est un agent de la Force Mission Impossible, dans lesquels on les envoie dans des missions forcément impossibles. Voilà. En tout cas très compliqué. Voilà. Et à chaque fois, donc forcément, c'est des histoires de trahison, de gadgets et de missions qui finissent mal. C'est franchement pas mal. Alors évidemment, c'est en dents de scie. Certains sont plutôt bons, d'autres un peu moins. Certains pas mal aseptisés. Mais voilà, on n'apprécie pas, surtout le 2 qui fait pas mal, qui est assez clivant puisqu'il a été réalisé par John Woo à l'époque. Mais en tout cas, je vous les conseille, c'est une bonne saga si vous êtes en mal de films d'espionnage, si vous êtes plus trop James Bond, du coup Mission Impossible c'est un bon compromis entre tous ces films là. Et puis de toute façon, le 7ème arrive bientôt, Dead Reckoning partie 1 arrive au cinéma et ça promet du gros spectacle et je ne peux que vous conseiller de regarder au moins à partir de Protocol Phantom, c'est le 4e épisode. Ceux qui vont passer sur M6, on les a conseillés il y a quelques temps. Et d'ailleurs, de sacrées surprises, tu découvriras ça tout à l'heure dans le programme. Écoute, j'espère, tu vas nous préparer. Tu verras que c'est loin d'être un long fleuve tranquille tel qu'on l'avait imaginé, la diffusion des Missions Impossibles. Aïe, bon, j'ai hâte d'entendre ça. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de regarder, si vous avez l'occasion de les regarder sur M6, et puis sinon, de pouvoir les trouver sur Paramount+, les regarder au moins Protocol Phantom, Rogue Nation, ainsi que le dernier Fallout, et puis en attendant, Dead Reckoning partie 1, qui arrivera le 12 juillet. Voilà pour nos recommandations, on va passer tout de suite à nos news. Mon cher David, je te laisse la main sur cette news. Tu vas nous parler de la charge qu'a mis la présidente de Prime Video à la chronologie des médias. Alors on pourrait dire que c'est une charge venue des États-Unis contre la France, et quelque part on y est habitué, mais en l'occurrence là il s'agit de Brigitte Ricou-Bellan, qui est la présidente française de Prime Video, de la branche française de Prime Video,
qui est très énervée après la chronologie des médias qu'elle trouve beaucoup trop ferme, et c'est ainsi qu'elle justifie la non-sortie du film Challengers avec Zendaya, le film de Luca Guadagnino qui ne sortira pas donc au cinéma chez nous en France. C'est une interview que vous pouvez retrouver dans le journal Variety, qui est résumée aussi par le magazine Première, et elle explique que pour elle, la chronologie des médias est beaucoup trop sévère chez nous. Quelque part, elle appuie même les propos de Disney quand ils avaient menacé de ne pas sortir, souvenez-vous, Wakanda Forever, et qu'ils avaient finalement gardé Avalonia sur la plateforme. On rappelle qu'il y a une fenêtre de 17 mois pour ce qui est des films pour Prime Video, c'est 15 mois pour Netflix. Et elle explique, je la cite, « Nous sommes un partenaire fort du cinéma français et de ses talents. Nous respectons les règles du CNC, mais les services de streaming sont incités à ne pas opter pour des sorties de leurs films originaux au cinéma. Ces services, basés sur des systèmes d'abonnement, sont placés en grand désavantage par rapport à ces fenêtres de diffusion. » Elle ajoute espérer que des discussions très actives qui sont en cours permettront d'offrir plus de flexibilité afin que cela serve à la fois au public, au cinéma et aux abonnés de Prime Video. Ce sera le cas également du fameux Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver. Ouais. Et c'est vrai que au-delà de ces tensions, on se dit que cette chronologie des médias, c'est une exception culturelle française, on en a parlé, on est parmi les seuls à l'appliquer comme ça, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est surtout Disney qui sonnait la charge. Là, on se rend compte que Prime la sonne aussi. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir bon ? Parce qu'il faut quand même être bien conscient que cette chronologie, c'est quand même un gros bouclier pour les cinémas. Ouais. Avant toute chose, c'est pour défendre les cinémas. On sent que les plateformes poussent, qu'elles sont de plus en plus puissantes. Combien de temps est-ce que ça va tenir ? Bonne question, mais en tout cas, on va dire que Disney avait allumé l'incendie et que Prime, au lieu de l'éteindre avec de l'eau, rajoute un petit peu d'huile sur le feu, comme on dit. Donc voilà pour les propos de sa présidente française. On rappelle, avant les vacances, qu'on a demandé par message, la chronologie des médias, c'est ce fameux bouclier, comme tu dis, qui permet au cinéma d'avoir une fenêtre d'exclusivité en France avant d'être placé soit en version physique avec les Blu-ray, puis ensuite sur les plateformes, et à la télévision également. Donc savoir que Canal+ a les droits 6 mois après la diffusion en salle, Netflix 15 mois, c'est ça. Et Prime Disney+, 17 mois, c'est ça. Et ensuite la télévision qui arrive juste après. Pour pouvoir le diffuser à la télévision, sachant qu'une fois qu'ils sont diffusés à la télévision, les plateformes doivent les enlever de leur plateforme pendant la fenêtre de diffusion à la télévision. Sachant que Disney avait eu justement ce petit raccrochage, il me semble, où maintenant ils ont la possibilité d'avoir moins longtemps cette absence sur la plateforme pendant la diffusion à la télévision. Ça se comprend, c'est vrai que nous on est un peu mitigés entre les deux, on aime beaucoup ce que font les plateformes et en même temps on aimerait protéger le cinéma, mais c'est vrai qu'on en parlait sur internet, et c'est vrai que l'exemple le plus concret, c'est que si vous créez vous-même une œuvre, quelle qu'elle soit, vous seriez quand même un petit peu frustré qu'on vous la prenne des mains et qu'on la mette dans un lieu où vous ne pouvez pas la faire voir à d'autres personnes, parce qu'on a décidé que culturellement, c'était pas vous qui en aviez l'intégralité des droits. Donc c'est vrai que cette chronologie des médias, elle nous protège. On voit en ce moment l'Italie qui vraiment commence à ne plus avoir de cinéma du tout sur son territoire parce que ça ne fonctionne plus, parce qu'il n'avait pas de chronologie des médias, et en même temps, on sait que ça ne tiendra pas, ce bouclier va se fissurer à un moment ou à un autre, parce que les plateformes vont vouloir forcément avoir un avantage par rapport à la salle de cinéma pour récupérer le plus d'argent possible, ce qui est dans un sens normal du côté capitaliste de la chose. Mais voilà, on vous tiendra au courant. De toute façon, il y a sûrement des lignes qui vont encore bouger d'ici la rentrée, et on vous en parlera un petit peu plus tard. Ma news à moi part un petit peu à l'opposé de la tienne. Alors vous le savez, Warner en ce moment, c'est pas la folie furieuse, The Flash est un échec commercial. Ils en sont à presque 1 milliard de pertes en fait liées à la mauvaise sortie de The Flash. Donc quand on compte absolument toutes les dépenses qu'ils ont eues et ce que ça va devoir coûter cet échec au box-office, ils ont prévu à peu près 1 milliard de pertes sur les derniers films d'ici et les derniers choix qu'a fait David Zaslav pour le compte de Warner Bros. Discovery. Et il faut savoir que Warner Bros. Discovery, par exemple, a vendu certaines licences de HBO et HBO Max à Netflix, donc des licences de séries phares d'HBO, qui auraient dû se retrouver sur la nouvelle plateforme Max, et qui finalement ont été vendus à Netflix pour pouvoir se faire de l'argent, puisque c'est un peu compliqué pour Warner en ce moment. Et il y avait cette chaîne que tout le monde connaît, TCM Cinéma,
que l'on a en France, qui passe énormément de films de patrimoine américain, mais pas que, et qui permettait d'avoir finalement cet accès à la culture de patrimoine aux États-Unis, et qui ne devait pas être touché par David Zaslav. Il avait dit qu'il aimait beaucoup cette chaîne-là, qu'elle tournait en fond quand il était dans son bureau, parce qu'il l'aimait énormément, et on a appris récemment que 2 pontes de la chaîne avaient été remerciés, ils ont été virés pour faire des économies, et que l'avenir de cette chaîne-là était quand même très douteuse, enfin on était dans le doute pour l'avenir de la chaîne. Mais il faut savoir que David Zaslav a reçu un appel de 3 grands pontes du cinéma, puisqu'il s'agit de Steven Spielberg, Martin Scorsese et Paul Thomas Anderson, qui l'auraient appelé. Alors la conversation est restée bien sûr privée, on ne sait pas ce qui s'est dit, dommage. Mais depuis, David Zaslav a rétro-pédalé, TCM est revenu un petit peu sur le devant de la scène, et il semblerait qu'il n'y touche pas avant un certain moment, donc merci beaucoup à ces 3 petits réalisateurs qui ne sont pas très connus, mais qui sont des figures montantes du cinéma américain des années 2020, mais voilà, en tout cas, on est content de voir que les acteurs de la culture américaine peuvent encore avoir de l'influence sur le capitalisme et sur les affaires des plus grands pontes des plateformes de streaming aux États-Unis. Donc voilà, moi ça me plaît plutôt ce genre de news, en espérant que ça reste comme ça encore un moment, parce qu'il faut savoir que nous on a l'INA, on a le CNC qui protège énormément de notre patrimoine, l'AFCAE également qui protège la RSA. Aux États-Unis c'est beaucoup plus compliqué, le gouvernement ne s'investit que très peu dans tout ce qui est patrimoine et culture, donc voilà, c'est un peu compliqué pour les États-Unis pour pouvoir garder les films de patrimoine et pouvoir surtout y donner accès facilement à la jeune génération. Alors j'ai une petite question du coup, est-ce que tu as une idée des titres que Warner a revendus à Netflix ? Oui, alors j'avais des titres, il y avait la fameuse série dont je n'ai plus le nom, mais c'était des séries qui étaient terminées la plupart, dont une par contre qui n'était pas terminée, mais il faut savoir, attention, et j'ai bien lu l'article, ce n'est pas une revente des droits de la série, mais bien de la diffusion de la série. C'est-à-dire qu'en fait, Netflix, dans ces contrats-là, n'a pas la possibilité de pouvoir continuer de créer une nouvelle saison d'une série, par exemple, déjà terminée. Il ne s'agit pas de vendre les droits de la série, mais bien des épisodes déjà créés, sachant que cette fenêtre de diffusion n'est pas exclusive à Netflix. Ils ont revendu la série, mais elle fera toujours partie d'HBO, mais pas en exclusivité. Donc c'est vraiment de la revente pour se faire un peu de sous, on va dire, en gros, mais... on attendait de max qu'elle soit l'exclusivité d'HBO, qu'elle redevienne un petit peu cet épicentre où tout le monde aurait dû s'abonner pour avoir accès au catalogue d'HBO, et puis finalement on aura accès à une partie du catalogue directement sur Netflix, qui est le géant que tout le monde connaît. Donc c'est vrai que c'est des mouvements de David Zaslav qui sont un petit peu mis... Enfin moi qui me font douter un petit peu de sa capacité à pouvoir gérer Warner Bros. Discovery, qui est devenu un truc absolument énorme maintenant, et donc voilà, on le verra dans les mois à venir, mais ça sent pas très bon, hormis l'arrivée de James Gunn pour les films d'ici que tout le monde a apprécié comme nouvelle, mais c'est vrai que dans l'ensemble je trouve que ça ne sent pas très bon pour Warner Discovery, qui vient de fêter ses 100 ans. Warner vient de fêter ses 100 ans, il faut le savoir, beaucoup de ressorties au cinéma pour les 100 ans de la Warner, et c'est, on va dire, pas la pire année pour Warner, mais c'est vrai que ça sent pas très bon en ce moment. D'autant que je trouve que c'est pas forcément... On en parlera la semaine prochaine, mais j'ai vu The Flash samedi, et c'est vrai que je trouve que les gens sont vraiment très 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 durs avec les films d'ici. Alors autant Shazam, j'ai bien conscience que je fais partie, toi aussi un petit peu, des rares qui l'avons apprécié, mais vraiment The Flash, je trouve qu'il a beaucoup de qualité quand même. Et sur sa réalisation, et sur son incarnation, et sur son scénario, et que j'y ai vu pas mal de petits défauts aussi, mais... il mérite pas de faire la moitié ou un quart des audiences de Marvel, ça c'est sûr et certain. Donc bon, après c'est comme ça, mais... J'ai hâte de le voir, on pourra peut-être en discuter du coup la semaine prochaine quand ce sera vu, qu'on puisse donner notre avis et peut-être changer l'avis de certaines personnes qui l'ont pas vu et les entraîner en salle s'il reste encore quelques séances pour ce pauvre film qui à mon avis va pas rester très longtemps. Je pense qu'il va y être plus que Shazam quand même. Oui. Et là actuellement, en tout cas les cinémas alentours le diffusent encore pas mal, et on était quand même quelques-uns dans la salle, et puis on peut le dire, dans notre salle de cinéma hier, j'étais très agréablement surpris de voir le monde qui était là pour Transformers Rise of the Beast, et notamment il y avait beaucoup de gens, profils auxquels je ne m'attendais pas dans la salle, des gens d'un certain âge, des dames toutes seules de 60-70 ans qui étaient là. Donc je pense que j'ai ça qui me vient en tête, parce qu'au moment de la diffusion de la bande-annonce de Flash, j'ai entendu plein de murmures dans la salle dire « Oh, ça a l'air trop bien, oh, faudra qu'on vienne, oh, il a l'air cool !» Donc j'ai bon espoir quand même que le bouche à oreille, il est sorti que depuis une dizaine de jours, puisse un petit peu sauver le film, parce qu'il a beaucoup de choses à sauver à mon avis, mais on en reparlera une prochaine fois. On en a terminé pour cette émission du cinéma. On ne va quasiment plus en parler, je pense. À part du cinéma à la télé. Bien sûr, mais on va passer très certainement sur le petit écran, et on passe tout de suite à notre sujet principal.
Mon cher David, tu as joué les Insiders il y a quelques jours, voire quelques semaines maintenant. Tu as eu un petit voyage sur Paris qui t'a permis de t'inscrire à 2 émissions de télévision qui ont été diffusées en différé ensuite à la télé, après leur tournage. Et tu voulais nous en parler, revenir un petit peu dessus et nous amener les petits secrets de tournage que tu as pu voir lors de tes incartades là-bas. Effectivement, j'étais en formation sur Paris il y a une dizaine de jours et j'ai été en formation, j'ai été 11 semaines en tout sur Paris en 2 ans et pour fêter entre guillemets la fin de ma formation, je me suis offert le droit d'assister à une émission de radio et à 2 émissions de télé. L'émission de radio c'est Les Grosses Têtes pour RTL, j'ai assisté le 7 juin à l'enregistrement du 14 et j'ai assisté donc à l'enregistrement de l'émission Le Grand Échiquier, enregistrement le 14 juin pour une diffusion le 16 juin sur France 3 et j'ai assisté à l'enregistrement de Quotidien, enregistré le jeudi 15 juin pour une diffusion le vendredi 16 juin, c'est-à-dire qu'en fait, sans que vous le sachiez, j'étais dans votre télé de 19h à 23h le vendredi 16 juin dernier, donc il y a environ 2 semaines à l'heure où vous écoutez cette émission. La première question que vous vous posez peut-être, c'est comment faire pour assister à une émission de télé et pour assister dans le public. Alors, il existe 3 plateformes entre guillemets principales sur lesquelles vous inscrire. La première, la plus simple, la plus basique, c'est France.tv. Sur le site France.tv, vous avez une catégorie publique, assister à une émission. Et on vous donne des créneaux, on vous dit telle émission enregistrée à telle heure. C'est vrai que moi j'aurais adoré assister par exemple à l'enregistrement de Quelle Époque, une émission que j'aime beaucoup le samedi soir, mais elle est enregistrée le vendredi soir. Il faut savoir que l'enregistrement de Quelle Époque, l'émission dure un peu plus de 3 heures, et l'enregistrement dure 5 heures. Donc il faut quand même avoir un sacré temps de dégager. Oui, complètement. Donc vous pouvez aller sur France.tv. Sinon, vous avez un autre site internet qui s'appelle WeClap, W-E-C-L-A-P, sur lequel vous pouvez vous inscrire également pour assister à des émissions de télé et aussi à certaines pièces de théâtre. En l'occurrence, pour les émissions de télé sur WeClap, c'est essentiellement les émissions du groupe Canal. Vous pouvez assister à Touche pas à mon poste, par exemple. Clic, peut-être, ou ce genre de choses. Clic, exactement. Ouais. Si j'avais pas réussi à aller à Quotidien, je serais allé à Clic. Y a que la vérité qui compte, etc. Et sinon, le troisième plateforme, je ne suis passé que par celle-là, moi. C'est tout bête. Elle s'appelle émission-tv.com. Et c'est via notamment une agence, l'agence Cassandra, qui vous permet d'assister à des émissions. Et là, ce site, il est super bien fait, puisque vous avez, vous n'allez pas le voir, mais je vais te le montrer, David, vous avez calendrier des tournages vous voyez par exemple là aujourd'hui on enregistre lundi 26, à 15h30 n'oubliez pas les paroles, un casting de dégustation à 18h30, le plus grand karaoké de France à 19h, on va avoir Camille et Images demain, c'est une émission que j'adore moi avec Camille Combal qui est très très drôle, etc. Et il suffit de s'inscrire. Alors moi, tout simplement, j'ai regardé le 14 juin, c'était mon anniversaire. Et comme j'étais tout seul sur Paris et que j'avais un peu le cafard, je me suis dit, je me vois pas dans ma chambre d'hôtel en train de regarder Netflix sur mon ordi. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Et c'est là que je me suis inscrit donc pour Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier, c'est une émission culte qui date des années 80, qui était à l'époque présentée par Jacques Chancel. Elle a disparu pendant très longtemps, puis un effet de nostalgie, elle est revenue il y a quelques années. Elle était présentée par Anne-Sophie Lapix et maintenant c'est Claire Chazal qui est aux manettes. La particularité de cette émission, c'est qu'elle a été enregistrée au château de Versailles, particulièrement dans l'opéra du château de Versailles. Alors je me suis inscrit, et quand on s'inscrit, après on reçoit une confirmation d'inscription ou pas. On nous demande quelques critères, nom, prénom, âge. Là, en l'occurrence, c'était que ça. Parfois, on va demander des photos, on va demander des choses un petit peu plus précises. Là, ce n'était que ça. Et c'est un peu ça. Et j'ai reçu une confirmation, donc une semaine avant, et on nous demande de valider la veille entre minuit et 13h. D'accord. C'est-à-dire que ça évite je m'inscris, puis finalement je viens pas. Donc entre minuit et 13h, vous devez vous valider donc la veille. Donc là, le 13 juin pour le 14, j'ai dû valider entre minuit et 13h. Et si j'avais eu un empêchement entre la validation et le lendemain, il faut leur téléphoner. Ils m'ont demandé, et c'est ça qui est assez amusant, d'arriver avec un pantalon noir et un haut de couleur classe. Donc moi, ça, je l'ai su en avance. En partant de chez moi, je prends un pantalon noir et une chemise saumon, qui était la seule chemise de couleur, parce qu'en général, on a plutôt des chemises noires ou blanches. Et pour la petite info, je reçois à 3h dans l'enregistrement un SMS du chargé de prod qui s'occupe du public en disant « Attention, erreur dans le mail, c'est haut noir ou blanc, mais surtout pas de couleur !» Et ben moi, évidemment, pour aller passer ma formation, je n'avais pas de chemise blanche dans mon sac. Donc j'ai répondu à ce texto en disant « C'est trop tard, je suis à Paris, je finis ma formation à 17h, l'enregistrement est à 19h, j'ai 1 heure de transport. Est-ce que je dois passer l'heure qui reste à faire les magasins et à chercher une chemise blanche, ou est-ce que vous m'acceptez comme ça ?» Ils m'ont mis « Ok, ça devrait le faire. » Je prends les transports, j'arrive
au château de Versailles. Pour la petite anecdote, je vois un monsieur traverser devant moi à la route, et c'était Yves Duteil, qui est un chanteur très connu des années 80, et je vois un monsieur au téléphone, en visio, assis sur les marches du château de Versailles, en train de dire « Oh, je viens de taper la bise à Sophie Marceau, ça fait longtemps que je l'avais pas vu », et ce monsieur n'était autre que Michel Field. Michel Field, c'est le responsable des divertissements chez France Télévisions, c'est aussi un grand présentateur télé que vous avez peut-être connu dans les années 90, 2000, il a officié sur LCI, c'est un fameux échange qu'on voit beaucoup dans Les Bêtisiers, où il avait dit à Jacques Chirac, où il y avait eu un échange avec Jacques Chirac, où il lui disait que Michel Field avait dit à Jacques Chirac qu'il avait mis vraiment pas longtemps à lire son livre, et puis que Chirac lui avait dit « Et encore, j'avais pensé vous mettre des images à colorier dans le vôtre ». Il y avait eu un petit clash comme ça, et Michel Field, il est très connu dans la profession quand on connaît la télé, et j'ai qu'un petit regret, c'est que son appel téléphonique a duré très longtemps, et j'ai pas pu aller le voir pour discuter avec lui, parce que j'aurais adoré. Petite question, je te coupe. Oui. Est-ce que tout ça est gratuit ? Tout ça est gratuit, c'est ce que j'allais y venir, effectivement, okay. Tout ça est gratuit. Vraiment, je n'ai pas dépensé un centime. Ok. Au moment où je m'avance et où je vais faire la queue, je vois Sophie Marceau, effectivement, qui était là. Donc c'est plutôt la classe. Et là, on fait la queue, un monsieur nous demande de signer une autorisation de droit à l'image. Forcément. Et aussi une autorisation d'interview, parce qu'à la fin, il est possible qu'on puisse être interviewé dans le cadre de l'émission, ce qui n'a pas été le cas. On arrive, on rentre, on nous demande juste de poser au vestiaire notre sac à dos et notre blouson si on a. On a le droit de garder nos téléphones portables, on a le droit de garder nos portefeuilles, on a le droit de garder tout ça. Par contre, on nous propose à manger et à boire. On a un sandwich qui est offert, donc poulet, jambon ou végétarien, et une bouteille d'eau. Par contre, si on mange le sandwich, on doit le manger avant de rentrer, évidemment, sur scène. Ça paraît logique. Ne le sachant pas, j'avais mangé auparavant, j'ai quand même accepté volontiers la bouteille d'eau. Et là, on arrive dans les coulisses et un monsieur vient et nous regarde et nous place. Alors, moi, j'étais plutôt bien placé, j'étais au deuxième rang, juste derrière Sophie Marceau. Et ils ont considéré que tu étais dans le haut du panier, je pense, parce que quand même, pour être derrière Sophie Marceau, ils savaient que tu allais être souvent à l'image. Écoutez, je suis plutôt content, oui. J'étais plutôt bien placé, donc on nous place, et là, moi j'étais dans les premiers, donc j'étais assez vite placé, et petit à petit, on voit qu'il dispatche les gens, et il nous dit bien, je vous installe là pour l'instant. Peut-être que ça sera amené à bouger. Bien sûr. Personnellement, ça n'a pas été amené à bouger, j'ai pas bougé de place, et là j'ai assisté à l'enregistrement de la chanson d'un chant polyphonique corse de Patrick Fiori, qui va être diffusé dans l'émission du 21 juillet. Ok. Mais il y a des scènes qui sont enregistrées avant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 14 juin a été tournée l'émission du 16, et le lendemain, le 15, il tournait l'émission du 21 juillet. Ah d'accord, pour éviter de monopoliser un lieu comme l'Opéra de Versailles longtemps. Donc j'aurais pu y assister le lendemain, mais j'ai préféré aller chez Quotidien, histoire de changer un petit peu. Et donc après, les choses se mettent en place relativement vite. Le chauffeur de salle nous explique que ça va être dans les conditions du direct, qu'il y a des choses qui ont été tournées en après-midi, ailleurs, notamment dans la chapelle du château de Versailles, mais qu'on entendrait l'audio. C'est-à-dire que vraiment, les présentateurs vont lancer, il y aura l'audio, et que 10 secondes avant la fin de l'enregistrement, il allait faire un décompte, et que là, on allait repasser à l'antenne. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a enregistré plein de plans de coupe, c'est-à-dire que par moment, on nous a dit « Allez-y, applaudissez », il n'y avait personne, et on applaudit. « Allez-y, riez », on rit. Allez-y. Et là, ils nous filment, vraiment, c'est impressionnant, parce qu'on était 60-70 dans le public, et il y a toutes les caméras qui sont braquées sur nous, et on applaudit, on a l'impression d'être les stars du truc. Et ensuite, l'enregistrement commence, c'est présenté par Claire Chazal et Alex Vizorek, puisque c'était une émission spéciale francophonie, donc lui, comme il est belge, il y avait un représentant de la Belgique. Et tout se passe divinement bien. Moi, je suis assis juste derrière Sophie Marceau, j'ai Abdal Malik qui est aussi juste à côté de moi, on a Étienne Dao qui est présent également, Patrick Fiori, comme je vous le disais, pour l'autre émission. Et tout se déroule dans les conditions du direct. Ce qui est génial pour le Grand Échiquier, c'est que il y a un vrai orchestre symphonique qui est là, avec un chef d'orchestre, le chef d'orchestre de Versailles comme quelqu'un de reconnu. Et les prestations s'enchaînent, et il n'y a pratiquement pas de temps mort. Il y a un moment où en fait Claire Chazal se trompe de lancement, et où du coup ça met un petit peu on sent qu'elle s'agace un petit peu dans l'oreillette auprès du réalisateur, et là Alex Vizorek, qui assez intelligemment, avec beaucoup d'humour, se retourne et nous dit Claire, les gens sont en train de te regarder bizarrement là, ils croient que tu parles toute seule, ils ont pas compris que t'avais une oreillette, qui essaye de ramener un peu à l'ambiance. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit fait qui est assez marrant, c'est qu'Étienne Dao avait enregistré une nouvelle chanson, et on nous a dit on va l'enregistrer tout de suite au tout début du lancement de l'émission, parce qu'après on a ppeur que les musiciens ça leur fasse un enchaînement trop compliqué. Donc Étienne Dao chante sa chanson, et on dit elle sera diffusée à mi-émission. Le problème, c'est que cette chanson cette émission sur la francophonie, à plein de moments,
Il y a des gens, Sophie Marceau notamment, j'ai oublié son nom, mais il y avait un ancien lauréat du prix Goncourt qui était là, qui disait « Mais c'est comme la chanson d'Étienne Dao, elle est formidable, etc. » Et là, oui, non, mais attendez, c'est pas passé encore. Et oui. On peut pas mettre à ce moment-là dans l'émission. Donc finalement, relativement peu de montage dans cette émission que j'ai pu voir le vendredi soir. Et ce qui était super, c'est que quand il y avait un moment, le plan de coupe où le réalisateur disait « Stop, on fait pause 5 minutes, soufflez, levez-vous, vous pouvez vous dégourdir les jambes », eh bien on pouvait prendre en photo les gens. Donc j'ai pris plein de photos des coulisses de l'émission. Et voilà, donc première expérience vraiment cool, on était choyés, on était très proche des stars, on n'a pas pu faire de selfie. Ouais. À la fin de l'émission, par contre, c'est vrai que l'accueil est très chaleureux, on nous chouchoute, on a les sandwichs, on a les bouteilles d'eau. La fin de l'émission, c'est un peu plus expéditif. Faut dire qu'il était 23h30 aussi. Et on nous dit, bon, bah vous sortez, on peut pas aller voir les stars, faire un selfie avec Claire Chazal, etc. Mais globalement, c'est vrai que les gens étaient... Étienne Dao, super sympa, qui nous a fait plein de clins d'œil. Et Alex Vizorek aussi. Claire Chazal était plutôt sympathique. Sophie Marceau, un peu plus distante, mais bon, c'est une immense star aussi. Ouais. Elle nous a fait un petit signe amical, mais c'est vrai que peut-être un petit peu moins chaleureux que d'autres personnes. Mais voilà pour cette première expérience. La deuxième, le lendemain, pour Quotidien, c'était complètement différent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Quotidien tourne sur le quai Javel. Le quai Javel, c'est près de... quai Javel, quai Citroën, qu'on appelle également, le long des quais de Seine à Paris. Alors, la première anecdote, c'est que c'est hors du cadre de ce que je vous raconte, mais Versailles, c'était vraiment un cadre très chouette. Là, on est vraiment dans des émissions, dans des studios de télé. Mais comme me l'a dit le chauffeur de salle de Versailles, je vous dis, c'est ma première émission de télé, c'est chouette. Il m'a dit, ouais, mais on voit que si c'est votre première, vous êtes forcément dans un cadre incroyable. D'habitude, c'est à la Plaine Saint-Denis, c'est de l'autre côté de Paris. Et c'est pas tout à fait la même chose. Là, je me rends compte que je vais plutôt dans des studios de télé, mais ce qui était assez amusant, c'est qu'en descendant du bus qui m'emmène de mon hôtel à l'émission de télé, je sors sur le quai et je vois la Tour Eiffel avec une vue incroyable sur la Seine. Je m'arrête pour prendre une photo et je me rends compte que je bloque une voiture qui veut pour s'engager. Je m'enlève très vite pour m'excuser et qui je vois dans cette voiture ? Dominique Farrugia, des nuls. Qui, alors malheureusement on sait qu'il est malade, qui ne conduit pas mais qui est à côté et qui me fait un petit signe, donc je trouvais ça, je me dis d'accord, je suis au milieu de la roue. Génial. Et en fait effectivement c'est des quartiers où il y a beaucoup d'enregistrements, beaucoup de choses. Et surtout que lui il est dirigeant pour Canal, il a des sociétés de production. Donc il a des sociétés de production à droite à gauche, il est réalisateur aussi, donc on imagine qu'il pouvait être là, mais c'est assez amusant quand même. Je passe devant le siège de l'Arcom, que je t'ai envoyé en photo d'ailleurs. Tout à fait. Et j'arrive dans les studios de TMC. Alors ce qu'il faut savoir c'est que à cet endroit sont tournées plusieurs émissions, et notamment au moment où j'étais, il y avait 28 minutes, je sais pas si tu vois ce que c'est l'Access Prime Time, l'Access d'Arte. Et il fait plus 28 minutes. Quotidien, ouais. Et donc, Quotidien est enregistré toute la semaine, du lundi au jeudi, en presque direct. Ouais. C'est vrai que Touche pas à mon poste, par exemple, c'est 100% direct. D'accord. Et Quotidien, il y a un petit décalage de 15 minutes, 10-15 minutes, si jamais il y avait un incident, un problème, ils peuvent se rattraper. Et là, moi, j'allais donc le jeudi soir, pour l'enregistrement du vendredi. Ouais. Celle du vendredi n'est pas en direct, elle est enregistrée la veille. Donc moi, c'était de 20h30, officiellement, j'avais rendez-vous à 20h à TMC. J'arrive parmi les premiers, et là, l'accueil est complètement différent. Première chose, on nous dit pas de téléphone portable, pas de portefeuille, rien, vous videz tout. Donc je pose toutes mes affaires, je le mets dans mon sac à dos, pas de bouteille d'eau, rien du tout. Je pose mon sac à dos à la consigne, et là, je passe des tests de sécurité, je passe sous un portique, et il y a quelqu'un qui me fouille entièrement. La fouille se passe bien, j'arrive, je descends en bas, il y a quelqu'un de la sécurité qui me dit « Vous vous fichez de nous ? Vous n'avez pas respecté les consignes, vous remontez ?» Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors là, la consigne, c'était bas noir, haute couleur vive. Donc là, j'avais mon pantalon noir et un polo bordeaux. Et je me dis « Bon, ça va. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Il me dit « Mais votre bracelet, là, vous n'avez pas le droit au bracelet au moins de connecter. » Je remonte, je passe au portique de sécurité, je dis « Bon, bah apparemment... » Il me dit « Ah, mais faut que je vous refouille. » Alors j'avais fait... 20 mètres. Aïe. Je me suis dit, de toute façon, vu que j'avais rien en rentrant, j'ai rien en ressortant. Il me refouille. Je passe le portique. Je rends ma montre au monsieur qui était d'ailleurs pas forcément très sympathique, qui tenait les consignes. Je repasse et là, je passe devant tout le monde et je dis, excusez-moi, j'ai été fouillé. Et là, le gars me dit, bah oui, vous repassez devant tout le monde, ok, mais il faut que je vous refouille. Donc je suis de nouveau fouillé pour être sûr que tout va bien. Il est 20h et en fait, c'est là où ça a été extrêmement long. C'est que je suis fouillé, je descends des marches, j'arrive dans une grande pièce avec tout un tas d'autres gens du public qui attendent. Et en fait, on ne nous dit rien. On est tous debout, serrés, collés les uns aux autres. Et ça va durer comme ça 1h15. Quoi ? C'est extrêmement long. On a pu rentrer sur le plateau à 21h15. C'est fou. Parce qu'en fait, il fallait attendre que l'émission précédente ait terminé d'être tournée. Alors,
Oui, pardon, je suis arrivé à 20h15, je suis arrivé à 20h, à 20h15 la fouille était finie, je suis rentré sur le plateau à 21h30. Ouais. Donc ça a été vraiment short, on va dire. Enfin, le début a été short et l'attente a été extrêmement longue, serrée, et surtout personne ne nous dit rien. Je vois Étienne Carbonnier passer un moment, je me dis tiens, l'émission doit être finie. Je vois le public qui sort, on demande à la sécurité mais quand est-ce qu'on va rentrer, et on ne nous répond jamais rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frustrant finalement, c'est de se sentir un peu comme des moutons là pour le coup. On est parqué et tout à coup il y a un gars qui nous dit bon bah ça va être bon. Le problème c'est qu'on n'est pas, on est dans cet espace de manière complètement aléatoire, debout les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et quand arrive le moment d'arriver sur le plateau, eh bien c'est le premier qui court qui peut rentrer sur le plateau. C'est que moi qui étais rentré parmi les premiers qui avaient fait l'effort d'être très en avance à TMC, eh ben j'étais parmi les derniers à entrer sur le plateau. Ah ouais. Et donc parce que en fait il y a une espèce de mouvement de foule qui fait que on sait pas par où on va devoir rentrer. Oui. Et quand on voit tout à coup un gars de la sécurité qui arrive et qui ouvre une barrière pour qu'on puisse passer, bah c'est ceux qui étaient vers la barrière qui rentrent en premier et pas les premiers. Donc vraiment gros point négatif sur ce début d'émission. Enfin cette avant-émission parce que il faisait super chaud. J'avais pas de bouteille d'eau, j'avais pu passer aux toilettes vite fait, et vraiment je me suis dit j'ai déconné, j'aurais peut-être dû me contenter d'une émission hier soir. Une fois arrivé sur le plateau, c'est très différent. Alors, on m'a placé, j'étais juste devant la scène. Donc, on m'a presque pas vu à la télé. Ouais. Seulement pendant les lives. Mais par contre, j'étais plutôt bien placé pour voir l'émission. Et c'est ce que je voulais. Bah oui, alors, autant sur la diffusion sur France 3, on me voyait beaucoup. Autant sur TMC moins, mais j'ai vécu quand même le moment. Un chauffeur de salle, on sent que c'est son métier, très drôle, qui va alpaguer beaucoup de gens dans le public. Là, pareil, on nous place à certains endroits, puis de temps en temps, on dit « Ah, là-bas, il manque de couleur, hop, mais là-bas, t-shirt vert, hop, on met une jeune femme au t-shirt vert à tel endroit, et à la place, il y a une autre au t-shirt blanc qui va de l'autre côté. » C'est vraiment dispatché comme ça. Et là commence l'émission. Dans les conditions du direct aussi. Franchement, l'émission, l'enregistrement a duré 1h40, 1h50, c'est vraiment la durée de l'émission au final. L'invité, c'est Julie Gaillet. Il y a Célassou qui vient faire le live. Célassou, je ne sais pas qui c'est. Au moment du live, tout le monde est fou dans la salle, et moi je suis au premier rang, elle me fait un check, en gros, quand elle chante, je suis devant elle, on me dit faut danser, dandinez-vous devant, alors je suis là, waouh, je danse, je sais pas qui c'est, et elle arrête pas il y a plein de eye contact, elle me fait signe, des clins d'œil, des trucs, et je dis à la dame qui est à côté de moi, je dis je n'ai aucune idée de qui est cette personne, elle dit quand même elle est super connue, et le soir quand je dis notamment à ma compagne que j'ai vu Célassou, elle me dit mais c'est pas possible, mais la chance que t'as, donc j'ai eu de la chance, mais je ne sais pas qui c'était. C'est une chanteuse plutôt reggaeton. Voilà, c'est ça, ouais. Très sympathique, par contre, après elle a été invitée sur le plateau, c'était hyper intéressant tout ce qu'elle a dit. J'imaginais le plateau de quotidien beaucoup plus grand, en fait c'est relativement petit. Ouais. Et Yann Barthès, tel qu'on l'imagine, qu'on l'imagine peut-être pas forcément, mais tel qu'il est dépeint par les gens des médias, c'est le cas, on sent qu'il est extrêmement timide, extrêmement réservé, autant il est inhibé quand il interviewe, mais sinon... On avait presque envie de lui faire un câlin, quoi. Il passe vers tout le monde, il dit bonsoir, vous allez bien? C'est tout doucement, puis à la fin, il repart, et moi je lui dis bonsoir Yann, et il me dit merci, bonsoir, un petit coucou, et on le s'attaque, et après il est tout recroquevillé, et hop, il s'enfile par la sortie, on le revoit pas. Et donc voilà, un avant-émission c'était vraiment pas très agréable. Ouais. Par contre, le moment du plateau très chouette, une proximité avec les artistes, un chauffeur de salle super cool. Ce que j'adore, c'est les cadreurs qui s'énervent après le réalisateur, la coupure pub, qui disent non mais attends, mais il nous dit filme-lui, mais il peut pas dire dans l'oreille ce con-là, à qui de nous deux il parle. Il y avait un cadreur et une cadreuse, il aurait dit que c'était moi, je l'aurais filmé, il aurait dit que c'était toi, je l'ai filmé, mais là il dit filmez-le. Du coup, on a tous pensé que c'était l'autre qui allait le faire, puis on l'a pas fait, il commence de nous faire chier. C'était assez marrant de voir ce petit échange-là. Et je terminerai peut-être par dire que finalement... extrêmement belle expérience sur France 3, une belle expérience aussi sur TMC, mais finalement ce que je préfère presque c'est l'enregistrement des grosses têtes sur RTL, parce que pour les grosses têtes on est moins nombreux. Alors on était à peu près 70-80 sur France 3, on était 140 sur TMC, je crois que c'était le max, on pouvait pas plus. Et c'est vrai que les grosses têtes on est une cinquantaine. C'est pas filmé, donc il y a moins un peu cette pression de la caméra pour les sociétaires, et ce qui est génial avec les grosses têtes, alors il faut s'inscrire sur un site qui s'appelle public.rtl.com, vous vous inscrivez, vous allez au siège de RTL qui est à Neuilly, vous arrivez une demi-heure en avant, vous descendez des marches, là on vous fouille à peine, on vous dit vous pourrez prendre les grosses têtes aux photos autant que vous voulez quand vous arriverez, mais plus pendant l'émission.
Et en fait, il y a une vraie proximité, on est très proche d'eux. C'est de la radio. Moi, j'ai eu la chance d'avoir à chaque fois des grosses têtes, en plus hyper sympathiques. Et à la fin de l'émission, elles ressortent toutes. Et à part Laurent Ruquier qui a refusé de faire des photos, mais gentiment par contre. Bonsoir messieurs, dames, je m'excuse. Vous savez, je suis très pris. On me sollicite énormément pour des photos. C'est pas que je veux pas les faire, mais si je commence à les faire, après, je m'en sors plus. Ce qu'on peut entendre. Et par contre, j'ai pu rencontrer donc Christophe Beaugrand, animateur sur TF1. J'ai pu rencontrer Johan Rioux, animateur sur TF1 et sur la chaîne L'Équipe. J'ai pu rencontrer Paul Elkarat, avec qui j'ai discuté très longtemps. C'est ce jeune autiste Asperger qui avait gagné les 12 coups de midi. C'est vrai qu'il est chroniqueur là-bas. Et on a discuté de Stephen King. Il avait un bouquin dans les mains. Il m'a demandé, il a noté un des Stephen King que je lui conseillais. Lui m'en a conseillé. Et on a vraiment eu une conversation longue de 15-20 minutes, un peu comme si on était entre potes. Et j'ai pu rencontrer également Laurent Voulzy. Ça faisait plutôt la classe, qui a été hyper adorable. Super. Donc je vous dirais, tentez le coup. Voilà, vous savez pas toujours dans quelles conditions vous allez être accueillis ni comment ça va se passer, mais globalement, voilà, pour moi, c'était vraiment une très très belle expérience que je vous conseille. Eh ben merci beaucoup pour ce retour, franchement ça donne envie d'aller au moins y faire un tour et puis par curiosité de faire une ou deux émissions. Voilà, après comme tu disais, peut-être en amont, peut-être un petit peu moins sympathique parce que le niveau de sécurité est assez élevé. Ouais, c'est vrai que, et pourtant le point de vue star, alors il y avait Julie Gaillet qui était invitée, comme je vous le disais, c'est là quand même la femme de François Hollande, mais bon, je pense qu'ils sont toujours aussi pointus sur la sécurité. Alors j'étais presque un peu déçu d'y être allé le jeudi parce que le mardi, mais ça je pouvais pas le savoir à l'avance, c'était Jennifer Lawrence qui était invitée. Et ça aurait été la méga classe de rencontrer une star hollywoodienne comme Jennifer Lawrence. Là, c'est Julie Gaillet, mais par contre très sympathique aussi, et je voulais dire que globalement, j'ai jamais eu affaire à dans les célébrités que j'ai rencontrées, elles ont tous été gentilles et abordables, donc c'est bien de le dire aussi. Eh ben nickel. Bah écoute, merci beaucoup pour ce sujet principal qui nous aura tenu quelques minutes, puis qui était hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours comment ça se passe, est-ce que c'est gratuit, où est-ce qu'il faut aller, comment faut faire, et là ça a donné à mon avis pas mal d'idées à tous ceux qui nous écoutent, donc merci beaucoup, et tu vas garder la main, heureusement que tu viens de boire un petit coup d'eau, parce que c'est toi qui vas parler encore, on va passer à ta chronique télévision. Mon cher David, qu'ont regardé les Français ces derniers temps, c'est quoi les audiences ? Eh ben, je te dis, ils ne m'ont déjà pas beaucoup regardé, puisque je n'ai fait que 700 000 téléspectateurs vendredi dernier sur France 3, mais je te rassure, France 3 a fait pire cette semaine, je ne suis donc pas le chat noir de la chaîne. En même temps, on le dit, on arrive sur les programmes d'été, avec les audiences d'été, donc ça paraît presque logique. On va commencer par les audiences du mercredi 21 juin, où c'est évidemment la fête de la musique qui fait la tête des audiences, puisque c'est Meurtre à Lille qui est numéro 1 sur France 2. Rien à voir donc avec la fête de la musique. Non, c'est Meurtre à Lille qui fait 2,4 millions. Par contre, la fête de la musique fait 2,3 millions sur France 2, donc c'est plutôt un bon score. Pas mal. Grey's Anatomy qui passe en dessous des 2 millions. Là, ça commence à devenir compliqué. 1,8 million. Quel épisode ? Tu sais ou pas ? On était, je crois, vers les avant-derniers épisodes de la saison, si je dis pas de bêtises. Donc, le calvaire est bientôt fini. Ouais, le calvaire est bientôt fini. C'était peut-être même les derniers épisodes, je sais plus. Non, ça devait être les avant-derniers. Je crois que les derniers sont diffusés là, cette fin de semaine. Cauchemar en cuisine en 4ème place. Et puis Mademoiselle Chambon sur Arte qui fait quand même presque le million. Et toujours un très bon score pour Crocodile Dundee. Le 2 fait 727 000. C'est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. On va passer au jeudi soir. Et le jeudi, c'est HPI. Et c'est pas fini. Vous verrez ça dans quelques instants. HPI 7,5 millions. Donc toujours rouleau compresseur énorme. Indiana Jones et le Royaume des crânes de cristal à 1,9 million. On est vraiment, ça s'est tenu, ça a fait 2 millions, poche, 2 millions, 1,8 million, 2 millions, 1,9 million. Donc un public fidèle. On voit que les sagas, quand les gens les regardent comme ça a plutôt tendance à se suivre. 3ème place, envoyé spécial. Et c'est là que le bas blesse pour France 3. 4ème place, France 5. 5ème place, W9. 6ème place, C8. Et 7ème place pour France 3. Avec De Gaulle, l'éclat et le secret seulement. Il plaît pas ce docu-fiction là. Seulement 600 000 téléspectateurs. C'est Rikiki pour une grande chaîne historique, battu par la grande bagarre de Don Camillo, par le match de foot Espoir sur W9 et par un documentaire quand même sur les experts du crime sur France 5. France 3 a failli être battu par TMC, le Transporteur 3 qui était juste derrière à 600 000 téléspectateurs. Ah oui. Donc c'est vraiment... mauvais choix quoi. Ouais, et alors je vais même vous dire qu'il y a pire que ça, puisqu'il y avait quand même une particularité ce soir-là, c'est que France 4 et C-Star diffusaient le même concert. Okay. C'est un peu original, puisqu'en général, il n'y a pas deux chaînes de télé qui diffusent la même chose. Mais alors... Déjà, pour un concert, en plus, c'est déjà rare d'avoir des concerts à la télévision, alors en plus 2 chaînes qui le diffusent. Et alors, France 4 n'a pas communiqué ses audiences de ce jour-là. On ne sait pas combien ils ont fait. Mais alors, tenez-vous bien, je vous ai jamais annoncé, ou presque, un si petit score en prime time. Je crois que le pire qu'on avait vu, c'était la série de
de TF1 série film, la Love, je sais pas quoi, au moment de la Saint-Valentin. Mais C-Star fait 30 000 téléspectateurs, 0,2% de part d'audience ce jeudi soir. C'est vraiment, vraiment ras des pâquerettes. Vendredi, Tropique criminel, 4 millions. Seulement 1,8 million pour The Wheel, le cercle des 7 par Arthur. Alors on a vu que TF1 Pro sur Twitter a mis oui, mais on a fait des bons scores sur le 6, mais sur machin. Ça reste quand même très très bas. M6 est 3ème avec Attention au départ, on en avait parlé avec Dusselier et Jérôme Commandeur, merci. Avec 1,7 million, donc ils sont juste derrière, ils ont failli être 2e. Et le très petit score de Hôtel du Temps, Coluche. Hôtel du Temps, vous savez, c'était l'émission d'Ardisson où il ressuscite les stars. Il s'était donné comme objectif la dernière fois de faire au moins entre 9 et 10% de part d'audience. Il avait dit qu'en dessous de 7, ce serait un échec absolu. Il avait fait 6,5%. Et là, il a fait 7,4%. Donc, il a quand même dépassé le seuil qui s'était fixé. Mais en valeur, il fait moins. Parce qu'il faut savoir que ça y est, on est en plein dedans. Les gens désertent la télé le soir. Alors, désertent, non. Mais il y a 1 à 2 millions de téléspectateurs qui sont partis là tous les soirs parce qu'il fait beau. Parce que les gens font des barbecues. Parce qu'ils se posent dehors avec un bouquin. Parce qu'ils se baladent après manger. Et on est vraiment... Et on le remarque aussi dans les cinémas. Le mois de juin, c'est toujours ça. Les gens sont enthousiastes quand il y a la chaleur. Et au mois d'août, souvent... Ils en ont un petit peu marre, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont avoir tendance à plutôt se remettre devant la télé. Et là, en fait, c'est pour ça que Hôtel du Temps fait un meilleur score en part d'audience, mais fait moins de téléspectateurs. C'est ça. Et ensuite, Zootopie, record historique pour Gulli avec ses 550 000 téléspectateurs pour un film. Donc c'est un excellent score. Mortal Engine a presque 400 000 également sur TF1. Série film, à noter que Sam sur Énergie 12 ne fait que 90 000 téléspectateurs. Samedi soir, Meurtre dans les gorges du Verdon, 4,4 millions. C'est, je crois, la meilleure audience de France 3 cette année, ou presque. C'est un immense carton. C'est fou. À noter que TF1 se défend bien avec 30 ans d'émissions cultes, on vous en avait parlé, ce documentaire sur les émissions de télé. La suite va être diffusée samedi soir, là d'ailleurs, qui fait 2 100 000 téléspectateurs. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux que la fameuse soirée des cabarets, on avait dit sur France 2, qui ne fait qu'1 200 000 téléspectateurs. C'est vraiment très bas. 1 100 000 pour NCIS. Et après, 600 000, 400 000, 400 000 et... Dès la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, dès la 7e chaîne du classement, on est à 200 000. C'est-à-dire que W9 est 7e avec 200 000. Et on a les Rois de la piscine qui ne font que 50 000 sur Sister, 140 000 pour K1 sur C8, 140 000 pour le Domino Challenge sur Gulli, 150 000 pour Sissi sur Chéri 25. Donc dur. Ouais. Enfin, le duel du dimanche soir, on vous l'a dit la semaine dernière. Spy, c'est un des films les plus diffusés par TF1 ces dernières années, et il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent, puisqu'il est largement en tête. Avec 3 100 000 téléspectateurs, c'est pas mal du tout pour cette période estivale. Juste devant J'accuse, qui fait de très bonnes audiences quand même, 2,7 millions. Donc globalement, 3 millions 1 et 2,7 millions, c'est vraiment très bien. Zone Interdite est juste derrière à 2 millions de téléspectateurs. Puis c'est Sous le sable sur Arte qui a 916 000. Et ensuite, on retrouve point de vue cinéma, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires à 466 000. Et moi hier, j'étais devant Mon Inconnu sur C8. Et malheureusement, pour ce merveilleux film, on n'était que 379 000 téléspectateurs, juste devant Sur la route de Madison, 359. Voilà pour les audiences de la semaine. Écoute, c'est plutôt pas mal, toutes ces audiences, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros échecs, hein. On voit qu'il y a quand même des concepts, The Wheel, Alors Arthur, lui, il s'en fout, il disait que lui, maintenant, il avait fait sa carrière, et il faisait ça pour le plaisir, mais... Il est producteur, ça lui coûte bonbon, et je pense qu'il a envie que ça marche. C'est ça. Dans tes news, on n'en aura qu'une, si j'ai bien compris, et tu vas nous parler surtout du programme de l'été, que nous réserve la télévision pour les 2 mois à venir. Voilà. En préambule, j'ai quand même 2 petites news qui sont sorties. J'aimerais qu'on dise quand même un petit mot sur Bruno Donnet, dont on aimait beaucoup les télescopages sur Europe 1 dans l'émission Culture Média, qui a été écarté par la direction pour une chronique au sujet de Pascal Praud et de la chaîne CNews. D'ailleurs, gros revirement de situation, vous avez annoncé qu'il irait sans doute sur M6 en matinale et qu'il resterait sur RTL. Finalement, il a choisi Europe 1. Il sera à la mi-journée sur Europe 1, il va garder ses 2 émissions sur CNews, et donc la direction d'Europe 1 a, entre guillemets, licencié Bruno Donnet, même si c'est pas vraiment le cas. Il était de toute façon prévu que son contrat s'arrête le 7 juillet. Là, il est payé jusqu'au 7 juillet, mais il n'intervient plus dans l'émission. On va dire en vacances anticipées, il est quand même payé. Mais ça nous fait bien mal au cœur pour lui, parce qu'on aimait beaucoup ce qu'il faisait. Donc... Pour une chronique, encore une fois, faut le rappeler. Là, loin de nous l'envie de faire de la politique, mais c'est quand même pas la première fois que pour une chronique ou un mot de travers, des personnes sont écartées de la vie médiatique à cause de personnes influentes, quoi. Ouais, et ça c'est vraiment regrettable. On ne peut que regretter la décision. Donc
Première news, Bruno Donnet qui s'en va, Pascal Praud qui arrive, et puis une news assez importante quand même du point de vue de la télé, c'est que Laurence Boccolini a annoncé qu'elle quittait la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. Du coup, on imagine que tout le monde va vouloir prendre sa place également. C'est un joli créneau pour n'importe quel animateur. C'est assez surprenant parce que Nagui avait, alors si je dis pas de bêtises, il l'a fait de 2006 à 2021, donc 15 ans. Laurence Boccolini, c'était quand même, elle gérait plutôt bien. J'avoue que j'aimais beaucoup ses prestations dans l'émission, et je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite. C'est un départ assez surprise, hein. D'autant que les audiences étaient plutôt bonnes. Alors certes, elle est toujours très loin derrière les 12 coups de midi, mais les audiences sont quand même plutôt bonnes, et c'est un peu décevant de la voir partir aussi vite, mais bon, on peut comprendre. Alors on avait dit que peut-être elle quitterait France Télé, finalement elle a annoncé qu'elle restait, mais qu'elle aurait d'autres challenges. Alors qui pour la remplacer? Certains murmurent le nom de Sophie Davant, puisque c'est officiel, elle ne quittera pas France Télé, mais elle quitte juste à faire conclu, même si je pense que c'est pas forcément une animatrice de jeu ni le créneau qu'elle recherche. On parle notamment de Christophe de Chavannes, qui est sur France 2. C'est vrai que ça, dans quelle époque ça pourrait être une émission qui pourrait l'intéresser, et il est plutôt bon dans l'exercice. On parle aussi de Damien Thévenot, on parle de peut-être Bruno, non, il faudrait pas Bruno Guillon. On parle aussi de Cyril Ferraud. Il y a plein de noms qui circulent, mais en tout cas elle va être encore là pendant ces 2 mois d'été que je vais décortiquer devant vous assez brièvement, mais comme on vous l'expliquait, en ce moment il y a beaucoup moins de monde devant la télé. C'est pour ça que par exemple Touche pas à mon poste, Quotidien sont déjà en pré-vacances, sont déjà en vacances d'ailleurs. Il n'y a plus de direct actuellement. Quand on était tous les deux un peu plus jeunes, dans les années fin des années 90-2000, en général, les émissions de télé prenaient leurs vacances autour du 30 juin, 1er juillet, et reprenaient leur rentrée la semaine de la rentrée des classes. Depuis quelques années, on est sur un calendrier un peu décalé. Les chaînes de télé vont avoir tendance à s'arrêter autour du 20-22 juin, et à reprendre plutôt fin août, autour du 20-22 août, pour que les gens commencent à prendre leurs habitudes, leurs nouvelles marques pour la rentrée. Pas mal. Et c'est le cas dès cette année où on vous disait qu'il y a des émissions qui sont arrêtées. On va se pencher rapidement sur le programme télé de cet été. Je ne vais pas vous dire jour par jour ce qui va passer, mais brièvement, que vous ayez une idée d'un programme qui est un peu emblématique, un peu particulier, parce qu'il y a moins d'enjeux d'audience, donc les chaînes osent plus. Parfois il y a des nouveautés, ça peut être assez surprenant. On peut se dire que l'été c'est que des rediffusions, pas que, et quand c'est des rediffusions, c'est parfois de manière assez habile. Même si on est loin d'une époque où vous aviez énormément de programmes emblématiques comme Interville, Jeux sans frontières, etc., etc. Il y avait les sagas de l'été aussi. Il y avait les sagas de l'été, évidemment, qui ont disparu il y a quelques années, mais où TF1 diffusait pendant 5 ou 6 mercredis de suite des épisodes. Et moi, j'adorais ça quand j'étais plus jeune, les Terres Indigo, Zodiac, Dolmen, voilà. Ça. Alors, on va commencer par TF1 qui va mettre en avant tous les soirs les plus belles vacances. Donc Valérie Damido qui fait son retour, c'est une compétition, on va dire, au cours de laquelle des vacanciers choisiront le lieu idéal pour leur congé. C'est un peu une grande battle à ce niveau-là, et ça va être donc tous les jours à partir du 10 juillet sur TF1. Samedi soir sur TF1, ce sera des divertissements, et c'est plutôt chouette parce que au lieu d'avoir l'habituel The Voice interminable ou des choses comme ça parfois, et bien là ça va être des divertissements différents tous les samedis soirs. On va notamment avoir là une spéciale des 12 coups de l'été. Vous allez avoir donc les 30 émissions cultes, et puis pour l'instant je me cantonne à juillet, hein. On n'a pas les grilles d'août évidemment, mais c'est plutôt des tendances que je vous donne, un peu comme pour la météo. Le dimanche soir ce sera toujours un film sur TF1, mais des films un petit peu moins emblématiques, quoique il y aura un inédit dès cette semaine, on en reparlera. Le lundi soir ce sera soirée fiction française. Le mardi ce sera The Voice Kids, qui normalement débute à l'automne, mais là qui va être présent cet été, parce que ça va bouchonner à l'automne sur TF1. On aura l'occasion d'en reparler, mais entre la Coupe du Monde de rugby, entre la Star Academy et les fameux Petits Princes là, qui va pas s'appeler les Petits Princes finalement. On vous avait révélé ça dès janvier, et l'émission devait arriver à Noël. Finalement, elle devrait arriver à l'automne. Donc Danse avec les stars est décalée au début 2024, et The Voice Kids arrive là un peu plus tôt que prévu. Le mercredi sur TF1 ce sera des films cultes qui vont être diffusés, donc une nouvelle case cinéma du mercredi. Ça va commencer avec le Dîner de cons cette semaine, et le 5 juillet, et oui c'est ça, le 5 juillet pardon, et le 12 juillet ce sera les Bronzés. Et donc on devrait enchaîner comme ça des films cultes, donc nouvelle case cinéma pendant les vacances le mercredi sur TF1. Le jeudi ce sera HPI. TF1 va rediffuser toutes les saisons d'HPI le jeudi soir. Voilà, ça peut être intéressant. Et le vendredi, ce sera Ninja Warriors, puisque 2 saisons en une année, puisqu'ils se sont rendus compte que l'hiver, ça faisait
pas de si bonnes audiences que ça, et ça va donc devenir un programme, on va dire, emblématique de l'été, tel qu'il était à l'origine. Mais c'est vrai que moi, ça me donnait froid quand même de regarder ça en hiver, quand il tombait dans l'eau, là, moi ça me... C'est vrai, c'est vrai, et en journée, les après-midi, sur France 2, ce sera le Tour de France. Et donc, sur TF1, pour contrer le Tour de France, on a une stratégie qui est peut-être pas bête, c'est de diffuser Joséphine Ange Gardien, 2 épisodes tous les jours. C'est-à-dire, exit les épisodes habituels de téléfilms qu'on a l'habitude de voir les après-midi. Là, ce sera que du Joséphine Ange Gardien, 2 épisodes de suite les après-midi. En matinée, on reste sur du programme classique, T'es fou, télé-shopping, etc. Mais ce qu'il faut noter, c'est le week-end où là, franchement, c'est un petit peu décevant, puisque on va avoir à la place de Génération Ushuaïa, qui reviendra peut-être à la rentrée, j'espère, c'est une émission que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, ou du dimanche matin de téléfoot. D'habitude, TF1 passait des bêtisiers ou des émissions un peu rigolotes, et bien là, ils vont rediffuser un épisode des 12 coups de midi de la veille, c'est-à-dire qu'il y aura 2 épisodes, les 12 coups de midi vont commencer à 10h40, donc ce sera les 12 coups de 10h40, et voilà, c'est un peu décevant, parce qu'ils auraient... rediff, c'est toujours bon. Bah surtout des rediffs de la veille, ça fait très chaîne de la TNT, on rappelle qu'on parle quand même de la première chaîne d'Europe. Ce qui est un peu intéressant, c'est en deuxième partie de soirée, notamment en semaine, je vérifie sur mon petit programme, mais le lundi, vous aurez Camping Paradis qui sera diffusé en deuxième partie de soirée. Ça peut drainer les gens qui vont se coucher un peu plus tard. Et surtout le mardi, après The Voice Kids, vous aurez des documentaires musicaux. Et notamment le 11 juillet, vous aurez de Chantal Goya à Bernard Minet, que sont devenus les stars de notre enfance. Chantal Goya, Bernard Minet, Les Musclés, ou Nathalie Vincent de M6 Kids qui va être présente dans l'émission. Donc ça, c'est assez sympa pour une deuxième partie de soirée. Le mercredi, en deuxième partie de soirée, vous allez avoir soit des films. Par exemple, après le dîner de con, ce sera Un Indien dans la ville. Donc ça s'enchaîne plutôt bien, le classique français. Soit des documentaires sur le cinéma, sur TF1. C'est bon de le noter parce que c'est quand même pas tous les jours. Avec notamment, là, après Les Bronzés, un documentaire qui s'appelle Le Splendide, Histoire d'un succès. Et puis vendredi, vous aurez toujours vendredi, tout est permis, etc. Mais on est loin d'une certaine époque où on avait le droit à plus de programmes emblématiques. Je sais pas si tu as connu ça, toi, comme tu étais en Belgique, mais les mardis soirs, il y avait Ça vaut le détour. C'était présenté par Laurent Mariotte, où il présentait les plus grandes courses-poursuites américaines. Le jeudi soir, il y avait Incroyable mais vrai. Il y avait des émissions comme ça, un petit peu emblématiques, qui malheureusement ont disparu de TF. France 2, tous les samedis soirs, Fort Boyard. Ça, c'est le grand classique, ils sont de retour. Dimanche soir, ce sera film. Lundi soir, série, Meurtre au Paradis notamment. Ce qui est assez amusant, c'est que les inédits de Meurtre au Paradis vont être diffusés sur France 2 et que face à eux, TMC va diffuser les premières saisons de Meurtre au Paradis sur d'autres cases, donc c'est assez amusant. Mardi, on aura des documentaires. Mercredi, des émissions. Des séries. Jeudi, des émissions de télé. Et vendredi, les petits meurtres d'Agatha Christie pour cet été. Et à noter que la matinée sera idem que ce qu'il y a le reste de la semaine. Télématin, en version été. Les maternelles, chacun son tour, tout le monde veut prendre sa place, et l'après-midi, le Tour de France, qui draine 4 à 5 millions de téléspectateurs. France 3, vous allez beaucoup entendre le mot série. Tous les samedis soirs, série. Tous les dimanches soirs, série. Lundi, ce sera une case film, on en a l'habitude. Mardi, série. Mercredi, ce sera La Carte au Trésor, l'émission emblématique de Cyril Ferraud avec les hélicoptères. C'est vrai que c'est lui qui a repris ça. Qui a repris ça, et c'était Sylvain Auger quand on était enfant. Et jeudi soir, série. Vendredi soir, série. Voilà. France 3, très série. Et à noter que tous les matins, pour les nostalgiques, il y aura la diffusion de 2 épisodes du dessin animé qu'on a connu enfant, Tom Sawyer. C'est assez amusant, voilà. Marrant, tous les matins, vous aurez donc Tom Sawyer sur France 3, et à noter que voilà, le reste de la diffusion, La Cuisine des Mousquetaires, Au cou, etc., etc. M6, le samedi, ce sera série. Le dimanche soir, ce sera Capital. Le lundi, ce sera une nouvelle émission Coup de foudre au bout du monde. C'est comme L'amour est dans le pré. C'est des gens qui ont des gîtes à l'étranger et qui sont célibataires, et on va faire venir dans leur gîte d'éventuels prétendants. Donc ça va être quand même quelque chose qui va peut-être drainer des téléspectateurs. En tout cas, M6 se mise sur de l'inédit. Le mardi, zone interdite, c'est-à-dire que d'habitude, vous savez, le dimanche, il y a l'alternance. Là, l'été, comme tous les ans, c'est tous les dimanches Capital, tous les mardis zone interdite, et en inédit. C'est des inédits, je vais te demander. Donc c'est important de le noter. Mercredi, Les Traîtres, cette émission, on va dire, emblématique, tournée pas très loin de chez nous, dans l'Allier, qui avait été un énorme carton
l'été dernier. Le jeudi, on va rebasculer sur des émissions de télé après la diffusion de Mission Impossible. Et le vendredi soir, ce sera la case film d'M6 de cet été, où vous pourrez notamment voir des chefs-d'œuvre comme Aladdin et Aladdin 2. Youpi. Le matin, incroyable transformation, M6 Boutique ou les reines du shopping. Et l'après-midi, après un jour, un doc, il y aura nos vacances en camping-car et surtout la route des coffres. Cette émission inédite, présentée par Stéphane Rothenberg, ça va être un peu comme Pékin Express, mais en France. Ils vont devoir retrouver des coffres, et des candidats vont devoir retrouver des coffres un peu cachés. C'est un mélange de Pékin Express et de la carte au trésor, en fait. Ouais. Hein. Ils vont avoir des petites énigmes, ils vont devoir tomber sur le coffre, ils pourront gagner jusqu'à 100 000 €. Oh bah dis donc. Et personnellement, je trouve ça assez cool, et je pense que je vais regarder un petit focus sur la TNT Gulli, qui va être sans doute la chaîne la plus en vogue cet été sur les inédits, puisqu'on va diffuser des choses un petit peu hors du commun. Je sais que j'ai pas l'habitude de dire ça, mais pourtant ce sera le cas, avec notamment tous les samedis soirs, Total Wipeout, cette émission dérivée de Ninja Warriors, et avec un présentateur incroyable. Est-ce que tu sais qui est le présentateur de Total Wipeout aux États-Unis ? C'est sûr. Non, il a eu sa propre émission. Non, mais c'est pas loin. C'est notre cher Peacemaker, c'est John Cena qui présente Total Wipeout, et du coup qui va présenter en France aussi. Il va être redoublé, voilà. Ah, super. Le lundi, vous retrouverez Lego Masters, émission emblématique d'M6, mais la version américaine. Le mardi, Jurassic Park, la colo du Crétacé, série M6. D'ailleurs, Lego Masters aux États-Unis, qui est présenté par le doubleur de Batman dans Lego Batman, dont on a parlé dans l'émission. Voilà. Exactement. Et donc là, la série Netflix Jurassic Park, la colo du Crétacé, et les jeudis, ce sera Top Chef World. Ok. À noter que M6 que Arte va miser un petit peu plus sur des films grand public. Vous aurez notamment Aviator pendant les vacances, ou La Moutarde Montonnée, une comédie avec Pierre Richard. On a un petit peu moins l'habitude peut-être de ce genre de choses sur Arte. Les duels du lundi soir, vous en avez l'habitude, on vous en parle, des blockbusters. Alors, les blockbusters vont rester sur TMC, par contre W9 en face va y opposer Astérix les lundis soirs, donc ce sera plus des blockbusters classiques. À noter que en Access Prime Time, bien sûr, vous aurez des best-of de Quotidien et Touche pas à mon poste. Sur Sister, le mercredi, les vacances préférées des Français. Sur RMC Découverte, une émission spéciale également les vendredis, je crois. C'est J'irai dormir en Amérique, par Antoine de Maximi. Et enfin, vous dire que à l'occasion de la sortie du nouveau film des Tortues Ninja cet été, les dimanches 13 et 20 août à 18h, France 4 va diffuser des épisodes cultes de la série Tortues Ninja de 1987, et que Canal J consacrera une thématique Pokémon tous les week-ends de 16h55 à 21h, en diffusant là aussi des épisodes cultes de Pokémon entre les saisons 1 et les saisons 10. Et enfin, la dernière info, je l'ai gardée pour la fin de cette news, et je sais qu'il va beaucoup t'intéresser, David, c'est que les chaînes de la TNT, et notamment TMC, W9, Sister, TFX et TF1 Série Film, et peut-être même la grande TF1, vont avancer leur heure de prime time. Mais non. Ils vont commencer les prime time entre 20h55 voire 20h45. Ah ouais. Des exemples. 20h50, c'est Benji Media sur Twitter qui a donné ces exemples-là, que je reprends, je le cite. 20h55 le 8 juillet, Colombo. Sur W9, le Playmobil le film le 9 juillet à 20h45. L'Histoire sans fin 2 à 20h50 le lendemain. Terrible Jungle sur TFX à 20h50 le 11 juillet. De l'autre côté du lit à 20h50 le 14 juillet sur TMC, et à 20h55 King Guillaume sur TF1 Série Film à 20h55. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce que les chaînes avancent leur prime l'été ? Parce qu'il n'y a plus Touche pas à mon poste et Quotidien. Oui, effectivement. Donc, ça fait moins de concurrence pour l'avancer, mais il y a une autre raison. Pour avancer la deuxième partie de soirée, les gens sont un peu plus devant la télé après le barbecue. Exactement. Non, c'est vrai, c'est ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris, mais c'est encore plus, on va dire, viscéral que ça. C'est pas le mot, mais tant mieux pour nous. C'est que ces chaînes-là, elles ont toutes un nombre de films obligatoires à passer en prime time dans l'année. Et le prime time, un film est considéré commençant en prime time à partir du moment où il commence avant 22h25. Donc ça leur fait deux films en prime time. Voilà. S'ils passent un film à 20h45 et le suivant à 22h25, ils ont deux films de comptabiliser pour l'Arcom, et ils sont pas tapés sur les doigts à la fin de l'année. Oh, c'est fou. Donc c'est du gagnant-gagnant, parce que le téléspectateur, effectivement, j'ai regardé les films là qui vont commencer à 22h20, du coup, ils se terminent plus tôt que prévu, mais c'est une technique qui avait marché. Elle a fait ses preuves l'été dernier. Il l'avait fait, hein, et par exemple, Playmobil le film, ça va permettre à 10 jours sans maman de commencer vers 22h15. Vous allez avoir
on y reviendra plus tard, mais quand même, notons que en prime time le dimanche soir sur TFX, on va avoir des épisodes de Miraculous. Wow. Rendez-vous compte, Miraculous en prime time le dimanche soir sur TFX. On en reparlera dans l'émission de la semaine prochaine, mais l'été c'est complètement fou, donc vous allez avoir droit à des deuxièmes parties de soirée plus tôt pour votre plus grand bonheur, parce que ça va vous permettre de voir des films et de vous coucher moins tard. Et effectivement, après le barbecue, on pourra se lancer un film à 22h15-20. Ouais. C'est quand même bien mieux qu'à 23h30. Bah ouais. Et les chaînes auront 2 fois plus de cinéma en prime time de diffuser. C'est un petit peu machiavélique, mais ça marche. Il nous reste plus que le programme de la semaine, mon cher David. Qu'est-ce que va se passer la télé là, pendant l'été, la semaine? Ça va se passer plein de choses. Alors, samedi 1er juillet, 30 ans d'émission culte, deuxième partie. Oui. Donc c'est de 21h10 jusqu'à 1h40 du matin, mais la deuxième partie de soirée, c'est la rediffusion de celle de la semaine dernière. C'est compliqué que Mission Impossible partie presque, mais en tout cas, vous allez pouvoir voir du Club Dorothée, et ça, c'est important. La première de Fort Boyard sur France 2 avec Nathalie Péchala, Frédéric Bousquet, Anne Silla, Paul de Saint-Cernin, Johan Huguet et Robert Pires. Ça, c'est pour TF1 et France 2. Et puis, on va pas aller beaucoup plus loin parce que forcément, toujours le samedi, pas beaucoup de cinéma à l'écran. Le retour de Total Wipeout, on l'a dit, sur Gulli à 21h. Et puis, ici, quand même, vous dire que nos amis de RTL 9 vont diffuser un film qui s'appelle Le Contrat avec Arnold Schwarzenegger, qui, paraît-il, est d'un de ses plus mauvais films. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Alors, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Et alors là où ça nous intéresse, c'est le duel du dimanche soir, 2 juillet, puisque TF1 va diffuser en prime time, allez je te laisse deviner, un film Netflix en première diffusion française en clair. Je parie que c'est le film avec The Rock et Ryan Reynolds, non, c'est pas ça? C'est pas... Red Notice. Red Notice. C'est pas Red Notice. Ah mince. Non. C'est un acteur un peu plus charismatique que The Rock encore, puisqu'il s'agit de Danny Boone. Le fameux 8 rues de l'humanité. Ah oui, qui a fait un bid complet sur Netflix. Ça a été un bid total sur Netflix. Et Danny Boone avait dit, alors mais oui d'accord, on passe ce film, mais je vous préviens, j'ai quand même vendu une partie des droits à TF1 parce que je veux absolument que les gens puissent le voir sans s'abonner et que ça passe à la télé. Et en fait, les critiques sont catastrophiques. Bah oui. Ça a été filmé pendant le confinement. Ça a été filmé, même un peu après le confinement. Ça traite du confinement. Voilà, du confinement. Dans un immeuble parisien pendant la pandémie de Covid-19, certains habitants adoptent des comportements étranges. Et la preuve que TF1 y croit pas quand même, c'est qu'un film inédit avec Danny Boone diffusé un 2 juillet. Là, normalement, les films de Danny Boone, quand ils viennent de sortir, ils nous calent ça bien en novembre, au moment où ils ont le plus de recettes commerciales. Là, un 2 juillet, c'est quand même pas très bon film. J'avoue. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en face, sur France 2, il y a Mission Impossible, Rogue Nation. Quoi ? Alors en fait... Attends, c'est pas censé être sur M6 ? C'est censé être sur M6, c'est pour ça que je te dis que c'est rocambolesque. Surtout qu'en plus ils ont diffusé Protocole Fantôme sur M6, sachant que Rogue Nation est le suivant. Oui, et que le jeudi soir sur M6 il y aura Fallout. Alors, je ne sais... Alors c'est bien de voir les trois dans la même semaine. Par contre, contrairement à Fast and Furious, ils ont fait 6, 5, 4, 12, 23. Là, on a les 3 dans l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que le jeudi, je cherche 29 juin sur M6, vous pourrez en voir un. Le dimanche 2 juillet sur France 2, un autre. Et le jeudi suivant sur M6, Fallout, ce qui va bien se goupiller avec la sortie du dernier qui sort le 12 juillet. Mais alors c'est marrant, France 2, du coup, elle est droite, France 2 a acheté que celui du milieu. C'est complètement fou, mais bon. Deuxième partie de soirée sur TF1, ce sera Spy, avec Jason Statham et Melissa McCarthy en rediffusion. Sur TF1 Sur TF1, oui. Sur France 2, ce sera un concert de David Guetta en direct, juste après Mission Impossible. Trop bien. En direct à Arras, dans le nord de la France. Donc voilà. Sur Arte, ce sera La Couleur Pourpre. De Spielberg, tout à fait. Le Ruffian sur C8, à noter, j'ai oublié de le rappeler, mais le Tour de France qui va être diffusé évidemment pendant toute cette période. Oui, j'ai oublié dans mes programmes de l'été, évidemment du 20 juillet au 20 août, on en a parlé plein de fois, mais ce sera du 20 juillet au 20 août, la Coupe du Monde féminine de football, sur France Télé et sur M6, et j'ai oublié aussi, sur France Télévisions, vous en avez l'habitude, normalement c'est tous les 2 ans, mais les championnats du monde d'athlétisme qui étaient déjà diffusés l'année dernière, mais avec le Covid il y avait eu un trou, donc les championnats du monde d'athlétisme qui seront diffusés entre le 19 et le 27 août, fin de la parenthèse. Toujours dimanche soir sur W9, Le Cerveau, attention, la chaîne nous prévient qu'il est possible qu'il diffuse à la place un match de football espoir. Sur TFX, le film Colombiana avec Zoé Saldana. Je l'ai jamais vu. Et c'est pas mal. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et sur TF1 série film, vous aurez On l'appelle Trinita
On appelle Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill, que je n'ai personnellement jamais vu, mais on me le reproche d'ailleurs assez régulièrement. Et sur Sister, vous aurez l'histoire sans fin. À noter que Hook et la revanche de Capitaine Crochet sera diffusé le dimanche après-midi sur Gulli à 18h30. Donc ça c'est plutôt... Beaucoup de films le dimanche soir là. Ouais, beaucoup de films le dimanche soir, effectivement. Lundi soir 3 juillet, Camping Paradis sur TF1. Ouais. Sur France 2, c'est quand même l'événement, c'est Black Mirror. Ouais. C'est quand même fou de se dire que France 2 va diffuser Black Mirror. Et alors, surtout que c'est le premier épisode de la saison 1 et que c'est un épisode que non, si c'est alors ça. Je crois que c'est je crois que ça commence par la saison 3 épisode 6 ou un truc comme ça. C'est pas diffusé vraiment parce que Black Mirror, si j'ai bien compris, c'est pas forcément dans l'ordre les épisodes. Alors alors déjà c'est chacune une histoire indépendante, mais c'est surtout qu'à la base la série n'appartenait pas à Netflix. La série était une série BBC qui ensuite a été reprise par Netflix, et depuis la saison 3 ou 4 en fait c'est une série intégralement faite par Netflix. Et donc c'est vrai que les premières saisons n'ont peut-être pas été dans l'accord avec France 2, sachant que là c'est vraiment la version Netflix qui a été rachetée. Ouais, et donc ce sera effectivement des épisodes de la saison 3 suivis par des épisodes de la saison 4. Et il faut savoir que Black Mirror va être diffusé non-stop de 21h10 à 4h10 du matin. D'accord. Donc ça va faire énormément d'épisodes, une immense soirée Black Mirror sur France 2. C'est surprenant. Je sais pas quoi dire, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est surprenant. C'est surprenant, mais alors on fera jamais mieux que le premier épisode de la saison 1 de Black Mirror. J'ai jamais vu aucun épisode de Black Mirror. Moi j'ai été traumatisé par cet épisode, et c'est vrai que depuis, voilà. Mais c'est vrai que Netflix avait tendance à aseptiser un petit peu les épisodes à partir de la saison où ils ont repris le truc, donc bon. Voilà. Mais c'est fou de voir ça sur France 2, complètement dingue, par contre. en prime, et jusqu'à 4h10 du matin. On vient de pas dire après que les chaînes de France Télévisions font pas dans l'originalité. Ouais, c'est clair, là c'est très très surprenant. Sur France 3, ce sera un film, La Cage Dorée, sur la communauté portugaise. Oui. Et ensuite un documentaire inédit qui s'appelle Canicule 2003, Paris dans la fournaise. Et j'espère qu'il ne fera pas trop chaud le 3 juillet, parce que sinon on va déjà être bien sur un temps, bien dans l'ambiance. Aviator sur Arte, Commissaire Magellan sur C8, Astérix et les Vikings sur W9, Sherlock Holmes avec de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law sur TMC, Journal d'une babysitter sur TF1, série film. Voilà pour les films au programme de ce lundi 3 juillet. Le mardi 4 juillet, The Voice Kids, ça y est, ça commence sur TF1. En face, ce sera aussi un divertissement. Je vous l'ai dit, les mardis soirs, ce sera divertissement à la télé. Après The Voice Kids, du coup, star des boys bands, que sont-ils devenus ? Je vous l'avais dit, des documentaires un peu musicaux. Le Big Show, donc sur France 2. Le film art et essai du mardi soir, ce sera Ouistreham sur Canal. Oui, tout à fait. Okay. Sur C8, Damien veut changer le monde. Sur W9, 10 jours sans maman. TFX, Budapest. Énergie 12, Sauver ou périr. Et Sister, c'était un film de mon enfance un petit peu. C'est Volcano. En tout cas, beaucoup de films à la télé quand même l'été. Et on va dire tant mieux. Mais c'est vrai qu'on voit que là, on se lâche un petit peu. Et c'est comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Mercredi soir, donc le dîner de con sur TF1. Faut savoir qu'il est diffusé environ une année sur 2, une année sur 3, et qu'à chaque fois, c'est des scores d'audience énormes. Et ce qui est chouette, c'est qu'on pourra vous donner les audiences si on est là la semaine prochaine, suivi d'un Indien dans la ville. À noter que le dîner de con est pour l'instant annoncé à 21h10 avec un Indien dans la ville à 22h30, sachant que le dîner de con ne dure qu'1h10. Je pense que s'il l'avance un tout petit peu, TF1 aura son deuxième film en prime time. Et c'est plutôt cool, parce que le dîner de con, pour moi, ça reste vraiment un des chefs-d'œuvre de la comédie française, tout simplement. Et puis un Indien dans la ville, on est quand même assez nostalgique. Pour ceux qui l'ont aimé à l'époque. Les blagues commencent à dater tout doucement. Et c'est ça, c'est qu'un Indien dans la ville, je pense que je ne l'ai pas vu depuis. Il est sorti en 94, je pense que je ne l'ai pas vu depuis 97 ou 98. Non, je l'ai revu récemment, il est passé à la télé il n'y a pas très très longtemps, et c'est vrai que les blagues datent un peu, ne serait-ce que le personnage de Patrick Timsit qui est vraiment exécrable et qui ne serait plus du tout adapté comme ça maintenant. Du coup, je vais peut-être en profiter pour le revoir pour me faire un avis. Sur France 2, ce sera une prime spéciale, un si grand soleil. Ouais, tout à fait. Sur France 3, La carte au trésor. Sur Canal+, Benjamin Biolay dans un concert à 7. Sur M6, L'incroyable embouteillage. C'est une comédie, un téléfilm inédit. Un mardi soir sur M6, mercredi soir sur M6, vous voyez, c'est un peu, ça peut être un peu déstabilisant. C'est pour ça que je vous disais, la grille d'M6 à ne jamais prendre pour argent comptant. Autant TF1, France 2 et France 3, vous risquez d'être un peu réguliers. M6, on risque d'avoir des surprises. Donc avec Patrick Timsit, justement.
Armel et Thierry Lhermitte. Donc c'est assez rigolo, c'est qu'il y a 2 des protagonistes d'Un Indien dans la ville ou du Prince du Pacifique, que vous connaissez peut-être, avec les mêmes acteurs à ce moment-là. Oui, c'est vrai que, W9, un documentaire sur Mylène Farmer. Balthazar en rediffusion sur TF1 Série Film. À noter que c'est la saison 1, donc ça va être l'occasion. Ouais, ça va peut-être faire de l'audience et surtout les gens vont peut-être pouvoir avoir l'occasion de revoir pour ceux qui ne les ont pas vus. Ou de découvrir, tout à fait. Ces personnages-là de Balthazar. Jeudi, on vous l'a dit, saison 1 de HPI. Il faut savoir qu'il va y avoir de l'HPI. C'est fou de voir que TF1 rediffuse la saison 1 d'HPI en prime time sur TF1. Quoi. Sur TF1, sur sa propre chaîne. Seulement 2 ans après l'avoir diffusé et que on sera, je sais pas si on sera là pour décrypter les audiences, mais en tout cas ça va être quand même un score qui va être attendu parce que je me demande ce que ça va faire. Mais perso, moi ne les ayant pas vus, peut-être que ce sera l'occasion. C'est difficile à dire. Sur France 2, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, la nouvelle série OPJ sur France 3 qui va être diffusée les jeudis soirs. C'est pas HPI du coup ? Non, c'est OPJ, c'est encore un autre sigle. Ça se passe plutôt à La Réunion, cette série, avec Yael Turle et Antoine Stipe notamment. Sur M6, Mission Impossible Fallout, comme on vous l'avait dit, avec en deuxième partie de soirée Mission Impossible Protocole Fantôme. À ne pas louper Fallout si vous voulez aller voir Dead Reckoning du coup. Ouais, sans doute, pour vraiment bien être plongé là-dedans. Donc à Millau en Russie sur C8. Pas sûr que ce soit un bon choix en ce moment, mais... Pourquoi pas. Disons qu'à l'époque où il y allait, donc à Millau, ça allait pas trop mal. Irlande-France, match de préparation à la Coupe du Monde féminine en prime time sur W9. Et TMC qui va lancer les jeudis soirs la saga Fantomas. Comme tous les ans, Baby Boom sur TFX ce soir-là. Pan sur TF1 Série Film. Et Mauvaise foi sur Chérie 25 pour ce qui est du cinéma. Et enfin, un film sur Peter Pan du coup. Oui, un film sur Peter Pan. Pas sur les armes à feu. Non, c'est ça. Vendredi, à noter Un jour, un destin sur France 3 spécial Splendide qui va revenir sur toute la carrière de nos acteurs. Ça tombe bien, ils vont repasser les bronzes. Voilà, donc ça tombe bien, le blockbuster de Canal, ce sera Tirailleurs. À noter que les blockbusters ne s'arrêtent pas. Tiens, je l'aurais plutôt vu sur grand écran celui-là. Oui, et ben non. J'allais dire pourquoi tu dis sur grand écran, c'est à la télé. Mais non, oui, sur Canal+, grand écran, Tirailleurs, donc sur Canal+. Les nouvelles aventures d'Aladin sur M6 avec Kev Adams. La semaine d'après ce sera Alad 2, youpi. L'Informateur, une comédie inédite sur Arte ce soir-là. Un documentaire sur le camping des Flots Bleus, la reconstruction sur C8, le camping de camping qui avait brûlé. Ils n'ont pas tourné dedans du coup. Exactement. LOL, Laughing Out Loud de Lisa Azuelos, ce sera sur TMC ce vendredi-là. Lucky Luke à Daisy Town sur Gulli, La Croisière sur TF1 Série Film et L'amour c'est mieux. Oui, c'est vrai. L'amour c'est mieux à deux, ça aussi c'est vrai, enfin en général, sur la chaîne Chérie 25. Et j'aimerais juste pour terminer vous dire une petite info qui m'a fait un peu marrer, c'est que vous savez le Tour de France est diffusé tous les après-midi. Sur France 2, ça fait 4 à 5 millions de téléspectateurs, mais il y a 2 journées de repos pendant le Tour de France. Le lundi 10 juillet et le lundi 17 juillet, puisqu'il faut bien que les coureurs quand même qui vont faire des milliers de kilomètres en 3 semaines puissent se reposer un petit peu. Et ce qui est amusant, c'est que France 2, du coup, on aurait pu en parler la semaine prochaine, mais j'ai découvert ça, j'ai dit il faut que je vous le raconte vu qu'on est dans la... Qu'est-ce qu'ils vont passer à la place ? France 2 à la place, ils reprennent, ça commence aujourd'hui à faire conclu, leur programme de l'année en après-midi. Mais par contre, ce qui me fume de rire, c'est que M6, du coup, dégaine à 14h Mission Impossible Fallout ce jour-là. Et je trouve ça, génial. C'est génial. C'est que comme ça, les gens qui sont pas pendant le tour, qui n'ont pas le Tour de France, qui vont être un peu orphelins, ils vont regarder un film. Et ils vont se dire tiens, tiens sur la 6, il y a Mission Impossible. Et ça peut être assez rigolo de voir les audiences que ça va donner. Voilà pour le programme qui va du 1er au 7 juillet. Et du coup, dans mon petit programme, j'ai la semaine d'après aussi, il y aura plein de trucs rigolos, notamment Miraculous en prime time. On en aura l'occasion d'en reparler. Et on a hâte d'être à la semaine prochaine et je suis sûr que vous avez hâte aussi. Vous venez de terminer cette émission, comme d'habitude vous partagez, vous likez, vous commentez, vous essayez de parler de nous autour de vous. On espère vous avoir encore la semaine prochaine à l'écoute et puis ensuite on sera en vacances, ou en tout cas en semi-vacances, on sera moins là dans tous les cas, et on reviendra au mois de septembre, mais on sera surtout là encore la semaine prochaine, donc à bientôt, et puis regardez de la télévision, allez au cinéma et faites attention pour vous. À très bientôt.